mec qui s'appelle Xavier Davalmaison. C'est un bonbon caché, les spirales Dans les serpents. Non, les dans aquariums. le fond des aquariums à Saint-Caron. C'est crade, je monte pas dedans. Ouais. Mon plaisir est grand, cher public, et la médiathèque s'associe à la joie que j'ai de vous recevoir pour accueillir Monsieur Adrien Gigax, que je remercie chaleureusement puisqu'il a accepté de venir aujourd'hui à notre rencontre. Vous concernant, Adrien Gigax, l'essentiel se lit en peu de mots, vous qui confiez. Ayant travaillé durant 8 ans dans la communication et les RH, j'ai pris la décision en 2019 de mettre l'écriture au centre de ma vie. Je poursuis donc mon activité littéraire, bénéficiant de résidences d'écriture et de soutien. Outre cela, vous avez rejoint depuis 2022 le comité de programmation du festival Le Livre sur les quais et vous mettez votre plume au service de mandataires qui vous commandent des textes. Parcours de vie qui nous conduit donc tout naturellement à l'écriture de 3 romans, Aux noces de nos petites vertus, paru au Cherche-Midi en 2017, Se réjouir de la fin, publié chez Grasset en 2020, et Départ de feu aux éditions Plomb en 2022. 3 beaux récits qui s'inscrivent dans le décor choisi de lieux qui parlent et participent de l'intrigue des romans. Les MS pour évoquer le vieillard devenu un nomade immobile, la ville et la campagne pour valoriser le retour à la nature, et puis le voyage en Grèce, en Turquie ou dans la lointaine Polynésie pour chanter l'exotisme et célébrer le plaisir. Le crayon, le papier, le clavier, un mot, une phrase, une ambiance, et c'est la naissance d'une œuvre tissée de personnages qui auraient pu être sans histoire, traversés pourtant de désirs souvent obscurs, personnages qui semblent parfois en décalage avec leur existence, souvent conduits par leur destin et toujours soucieux de compassion pour la vie dans ce qu'elle a d'insolite. Ainsi, abandonné sur la page du carnet que votre personnage tient dans ses mains, une confidence, un aveu. Je me suis parfois perdue en route et c'est normal. La vie nous éparpille, nous divise, si bien qu'on laisse toujours un peu de soi en arrière. On se brise forcément dans un conflit, une jalousie, une détestation. On s'égare dans ces champs de bataille qu'on refuse d'abandonner. Je vois tous ces éclats de moi qui traînent ici et là, dans mon passé, trop blessé ou trop blessant pour trouver la paix. Aujourd'hui, je les rappelle comme des soldats. Je viens les chercher, les prends par la main. Adrien Gigax, lorsqu'on tape votre nom sur le clavier, on lit entre autres écrivain suisse de langue française, né à Lausanne en 1989. Adrien Gigax a grandi à Mont-la-Ville dans le canton de Vaud en Suisse. Robert Walser, dans Les Enfantanaires, écrit « C'est une chance d'être sortie de l'enfance, car elle n'est pas seulement faite de beauté, de grâce et de légèreté, elle est souvent plus lourde à porter que la vieillesse, plus pleine de soucis. Avec les années, on vit plus doucement. » Vous, qu'en pensez-vous? Quel enfant étiez-vous? Et pouvez-vous évoquer 1 ou 2 souvenirs de cette enfance? Ok, bah déjà peut-être un mot pour vous remercier d'être là et puis vous dire mon plaisir d'être en face de vous. Mon enfance, je ne pensais pas qu'on allait direct attaquer sur l'enfance et les souvenirs, etc. Moi j'ai eu une enfance, donc Mont-la-Ville c'est un petit village juste avant la vallée de Joux. Tout petit village, il y avait 200 habitants et on n'avait pas la télévision, ma mère est un peu old school, donc j'ai grandi un peu dans la forêt, à essayer de faire des arcs et, en lisant des BD. J'ai jamais lu de livre jusqu'à l'âge de 16 ans en entrant à l'université parce que ma mère lisait Marc Lévy et je pensais que c'était un truc de fille parce que ma sœur lisait ça aussi et mon père trouvait ça illisible, donc moi je lisais les BD avec mon père. Alors évoquant Aux noces de nos petites vertus et Se réjouir de la fin, ces 2 romans qu'on abordera précisément, vous confiez les 2 romans parle de la mort. Dans le premier, Un long trip sous opium, elle est romantisée par la jeunesse à travers l'amour.
Dans le second, elle est racontée par ceux qui la vivent, qui sont en fin de parcours. Céline disait que la mort est la seule vraie motivation pour écrire. Cette question m'habite depuis longtemps, parfois de manière lumineuse, parfois grave. Aujourd'hui, vous diriez, enfin, vous penseriez la même chose? Oui, je pense la même chose. Je pense que c'est une des choses qui, moi, qui est un moteur pour écrire. Parce que pour moi, écrire, c'est explorer. Et il y a une question depuis tout petit qui me hante plus que les autres, c'est la mort, on va où, etc. C'est très banal, mais c'est très important pour moi. Et dans mon premier roman, c'est vrai que j'ai abordé cette question, parce que c'était ma vie en fait, de faire des expériences psychédéliques, donc de prendre un peu, avec une modération relative, faire des voyages comme ça pour essayer de comprendre en fait de quoi j'étais fait, et puis est-ce que je pouvais altérer mes états de conscience. Et c'est toujours un peu un jeu avec la mort quand on est dans ces pratiques-là. Donc le premier roman a parlé un peu de ça. Mais c'était un jeu qui m'a inquiété à la fin. Et puis après j'ai fait ce qu'on appelle des bad trips, puis j'ai arrêté. Puis j'ai été forcé de retourner vers la mort par des décès autour de moi, mais surtout comme consultant. On m'a envoyé dans un EMS pour régler des problèmes organisationnels. Un EMS dans le canton de Vaud. Et puis en réalité, en allant dans cet EMS, j'ai été touché par le fait qu'il y avait toutes ces vieilles personnes qui étaient là, je passais à côté d'elles et je me disais mais moi je vais voir le directeur pour régler un problème RH, mais ces gens-là ils m'intéressent en fait, je devrais dans les 2 heures que je passe ici passer 5 minutes avec eux et m'intéresser à eux. Et au début ça me faisait peur et après ça m'a intéressé et finalement j'ai fait cet exercice et ça a donné mon deuxième livre où j'ai essayé de dire la mort sans trop la fantasmer, sans jouer avec elle, plutôt en étant assez humble vis-à-vis d'elle et vis-à-vis des personnes qu'il avait en face. Alors, on va prendre le premier. 2017, vous publiez donc aux éditions du Cherche Midi Aux noces de nos petites vertus. C'est un roman d'amour, certes, mais aux couleurs un peu singulières. 3 amis, Georges, Paul et le narrateur, partent pour le mariage de Valentin en Macédoine. Le narrateur, qui sort d'une sombre histoire d'amour, s'est laissé convaincre par Georges et Paul d'y aller. Là-bas, tous 3 rencontrent Aaron et Gaïa qui vont se marier. C'est le début d'une très drôle d'histoire puisque Georges et le narrateur, décidant de séduire Gaïa, l'emmènent à Istanbul pour vivre une histoire à 3. Gaïa avait déplacé ma valise dans l'autre chambre. Sur le lit fait, elle avait déposé mes livres et toutes mes affaires. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle nous a expliqué qu'elle avait organisé notre cohabitation. Elle a dit qu'on avait chacun droit à une chambre et que c'était Georges qui pouvait avoir la plus grande car c'était lui qui payait. Avec enthousiasme, elle a expliqué qu'elle dormirait avec moi cette nuit, la suivante avec Georges, et ainsi de suite, pour ne pas faire de jaloux. Comme on n'avait pas l'habitude de cette situation, on n'a pas su dire si c'était une bonne idée, Georges et moi. Mais après tout, ça semblait logique. Alors, comment est née l'idée de ce roman? Tu peux couper la vidéo de elle est née en fait vraiment d'un mariage auquel on s'est rendu avec un ami qui s'appelle pas Georges, mais qui s'est bien reconnu. Et il y avait bel et bien un couple qui était là. Ça prend de temps. Et donc là, il y a une partie de l'histoire qui est vraie. Après, évidemment, tout ce qui est trip sous opium et tout ce qui est vraiment de l'ordre... Il y a une fiction après, il y a un enjeu, ça va assez loin entre ces 2 personnages. Mais l'idée d'imaginer qu'on puisse se retrouver comme ça au soleil à 25 ans, sans règles, sans contraintes, avec comme seul compagnon l'opium, la chicha et puis les bières. C'est un peu ce que j'ai vécu. Après, on est allé à Istanbul, on a vécu là-bas un petit moment. Donc c'était vraiment inspiré de quelque chose que je vivais, qui me paraissait intéressant. Et puis surtout, la raison de raconter ça, c'est que j'avais fait un fameux bad trip, j'avais envie de le raconter. Et j'ai trouvé que c'était le bon moment de mettre mon vécu, donc mes notes de ce voyage où il y avait bel et bien un peu de cette histoire-là, ce triangle. Et à côté de ça, de mettre mon bad trip, en fait, mon vécu, ma matérialité, quoi, de ce rapport avec l'opium. Et ça a donné, en fait, ce livre-là.
Alors, il y a une très belle page sur le sentiment amoureux. J'avais connu l'amour, mais je n'en voulais plus car j'en savais le prix. Il m'avait déniché un jour dans ma quiétude et installé au sommet d'une sublime colline. Je dormais sous 5 cerisiers en fleurs, ne manquais de rien, n'avais jamais faim et jamais froid. Il avait coloré chaque souffle du vent et décoré mes murs d'une sublime légèreté. J'étais son roi, immortel et adoré de tous. Je cultivais tous les plus beaux sentiments dans ces jardins. Je contemplais mon monde ensoleillé avec une naïve confiance qui dessinait sur mes joues rieuses d'enfantine fossette. Je vivais sans crainte, ignorant la fatalité et les jours de pluie. Je n'entendais que les battements de mon cœur et ceux de celle qui me retrouvait le soir pour entendre mes promesses. J'aimais tout chez elle, ses yeux, ses seins, son rire et son prénom, sans oublier nos incessantes altercations. On était si bien, elle et moi, dans les bras de notre nouvelle amie. Elle m'était promise, j'avais tout réussi jusqu'ici, puis un jour, mon pied n'a trouvé que des cendres sur le sol au lever du lit. Un vent gelé a commencé à souffler sur notre colline et ma belle s'est mise à grelotter dans mes bras. Elle a pesé de plus en plus lourd. Une étourdissante palette de gris se reflétait dans ses yeux bleus qui ne cessaient de pleurer. C'est trop lourd pour 2 bras, un corps en larmes. Elle me demandait de faire revenir le soleil et de faire fleurir à nouveau notre beau jardin. J'avais essayé tenter plus, j'avais arrosé chaque recoin de mes vains efforts, son corps blanc se raidissait sous mes mains froides, son regard m'interrogeait avec les mots du désespoir, mais je devais me résoudre à ne pas pouvoir répondre. À la presque fin de l'ouvrage, le narrateur confie « Tout ce bonheur, ça me donnait envie de partager. Ça nous arrive à tous, même aux meilleurs. Prenez, mangez, ceci est mon bonheur. J'ai pris une photographie du corps de Gaïa endormie, l'ai envoyée à Paul avec un mot, aux noces de nos petites vertus. » Et c'est le titre de votre ouvrage et qui en dit très long sur votre personnage. Pouvez-vous évoquer, au-delà précisément de la superficialité un petit peu de l'histoire du personnage, ce que signifie ce titre et ce que signifie ce mot de vertu, en fait? Alors j'ai choisi ce titre parce que, bon, il y avait le fait d'évoquer les noces, évidemment. Et puis les petites vertus, bah, c'est les femmes de petites vertus, donc c'est de jouer avec ces deux expressions-là, si on veut bien. Et puis après, c'était d'imaginer, et ça je pense que dans mes autres romans, je continue à poser la question, qu'est-ce que un homme vertueux, quoi, ou une vie vertueuse? Qu'est-ce qui fait une vertu? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se tenir droit dans le monde sans tricher, quoi? Et dans ce livre-là, je pense que j'ai un peu ouvert une boîte, j'ai posé la question, et puis dans les autres, j'essaie d'aller regarder et puis d'organiser les idées que je trouve à l'intérieur de ce mécanisme qui reste un peu compliqué à comprendre pour moi. C'est normal, j'ai 34 ans depuis hier, donc ça fait un peu mal. Oui, il y a pire, hein? Ouais, bon. Mais c'est la première fois que je dois le dire publiquement, c'est ça que ça me blesse un peu. Mais non, du coup, je suis encore en train d'essayer de comprendre ce qu'est une vie vertueuse, ce qu'est une bonne vie, en fait. Donc j'ai lu beaucoup de philosophie, beaucoup plus que de romans. J'ai essayé d'en mettre un peu dans ce livre, beaucoup plus dans les suivants, pour essayer de savoir ce qu'est, en fait, une vertu, et ce que serait une grande vertu, plutôt que les petites vertus qui sont celles que j'ai essayé de mettre en jeu dans le premier roman. Alors, je ne vais pas dévoiler la fin de l'ouvrage, hein, mais en rapport à elle et entre vous et moi, que pensez-vous de ce très beau vers de René Char dans Voyageurs? Tout ce qui se dérobe sous la main est, ce soir, essentiel. L'inaccompli bourdonne d'essentiel. Je dirais que ça pourrait être dans la liste des citations que j'ai sur mon téléphone qui me plaisent, parce que je me définis moi-même comme c'est un peu lourd de le dire comme ça, mais un anti-platonicien, c'est-à-dire que l'idée de Platon qui est quelque part des idées fixes, des sphères comme ça où il y aurait des parts de vérité immuables, me dérange beaucoup.
j'aime beaucoup plus, et dans le troisième roman, je parle un peu d'Héraclite, j'aime le mouvement, j'aime quand les choses sont incomplètes, sont imparfaites. Je trouve que la coïncidence est très ennuyante. Quand tout fonctionne, ce qui est intéressant, c'est la décoïncidence. C'est quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est quand tout à coup il y a un bug, il y a un décalage. Chez les Grecs, ils appelaient ça le klinamen, quand il y a les atomes qui tombent comme ça, puis on imagine que du coup la vie est toujours la même, parce qu'il y a les atomes qui tombent quand on est matérialiste. Ils ont dû inventer cette chose, le klinamen, c'est un décalage d'un atome dans sa chute qui fait qu'il touche un autre atome, qui touche un autre atome, qui crée du changement. Et moi, c'est ce décalage qui m'intéresse. Donc, dans ce roman, sans dire la fin, il y a en effet ça clique pas très bien à la fin, enfin, il y a quelque chose qui se passe, qui crée un décalage, et puis c'est là que je trouve qu'il y a justement un émerveillement, et il y a quelque chose de beau qui se passe, quoi. Juste avant d'aborder les autres romans, je voudrais juste venir sur une question plus générale. Dans les années 1920, l'architecte Walter Gropius, fondateur à Weimar du Bauhaus, dit « Architecte, sculpteur, peintre, nous devons tous revenir au métier. Il n'y a pas de différence de nature entre l'artiste et l'artisan. L'artiste n'est qu'un artisan inspiré. Il doit nécessairement posséder une compétence technique. C'est là qu'est la vraie source de l'imagination créatrice. » Alors si on rapporte cette définition au roman, à l'écriture, pour vous, quelle est la définition du talent? Puis vous évoquez, et c'est vrai, on sent très bien dans vos ouvrages qu'il y a énormément d'inspiration dans les ouvrages que vous avez lus, les études que vous avez faites. Donc, quelle est la part de travail, quelle est la part d'inspiration et quelle est la part de talent? Comment vous définissez le talent? Est-ce que tout le monde peut écrire un livre? Alors, c'est intéressant parce que je suis depuis quelques semaines directeur d'une école d'écriture créative qui se trouve à Gland, qui a une école à distance, donc on travaille en fait dans toute la francophonie. Et je suis aussi formateur dans cette école depuis à peu près un an, un peu plus d'un an. Et on a des centaines d'élèves qui veulent tous écrire. Et puis évidemment, on ne peut pas promettre à quelqu'un qui va devenir écrivain ou qui va écrire un bon livre. Par contre, on peut accompagner quelqu'un pour qu'il arrive au sommet de ce qu'il est capable de produire. Alors il y a des sommets comme là autour qui sont plus ou moins hauts, évidemment. Mais voilà, l'idée c'est d'amener la personne à son sommet. Et ça, on peut y arriver que par le travail. Par l'abnégation. Et c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui vont gravir leur montagne, arriver en haut et puis être contents de leur travail, avoir un livre qui vaudra ce qu'il vaut, mais voilà. Et dans d'autres cas, il y a des gens qui ne gravissent pas la montagne parce qu'ils manquent de travail. Donc ça, je pense que c'est non négociable. Après, ce qui fait que des montagnes sont plus hautes que d'autres, j'ai quand même l'impression que c'est un peu un rapport au monde, une sensibilité. Il y a de la technique, on a besoin d'avoir une certaine technique pour pouvoir dire les choses qu'on a à dire, mais le regard qu'on porte sur le monde, le regard qu'on porte sur ces choses, ça je pense que c'est ce qui fait la singularité de quelqu'un. Et moi j'essaye d'explorer mon regard sur le monde, mes romans sont très différents, et je pense que certains sont mieux que d'autres, parce que peut-être que je suis plus sincère dans le regard que je porte sur la vieillesse par exemple, que dans le regard que je porte sur un plan A3, pour le dire comme ça. Donc voilà, je suis en train d'aller regarder où est-ce que, quand j'essaie de projeter ma lumière, pour autant que j'y arrive, où est-ce qu'elle brille le mieux en fait, ou plutôt où est-ce qu'elle éclaire le mieux quelque chose. C'est facile de briller, c'est plus dur d'éclairer, donc je dirais voilà, c'est essayer d'aller voir là où ma lumière éclaire le mieux les choses. Et sur la mort ou sur l'amour, j'espère aussi pouvoir dire des choses qui fonctionnent. Donc je dirais que c'est ça, c'est quand même une lumière qu'on a, je ne sais pas si c'est un talent, si c'est plus une sensibilité, je dirais. Mais vous êtes satisfait de vos ouvrages? Oui, mais vous me faites un peu vous me troublez un peu parce que vous lisez mon premier ouvrage que j'ai plus rouvert depuis 6 ans et dont on ne parle plus du tout. Donc je ne sais pas si j'aime tout ce que vous avez lu. Mais par contre, si vous lisez les autres, je crois que ça va. Ouais. Ah ben, on va prendre le deuxième alors. Voilà, c'est un très beau roman qui s'intitule « Se réjouir de la fin » qui a été publié en 2020. Un magnifique roman, moi c'est celui que j'ai vraiment préféré, poignant, qui paraît aux éditions Grasset. Le narrateur, veuf depuis peu, entre en EMS, ultime étape de sa vie.
Il voue dès lors ses heures à la contemplation des beautés et des douceurs qui l'entourent et met en pratique une forme de lâcher-prise. Après son décès, on découvre un carnet rédigé entre le 3 avril 2019, date de son entrée dans l'institution, et le 22 décembre 2019, date de son décès. 25 courts chapitres qui évoquent ce qu'il appelait des bonheurs de vieux. Mi-décembre 2019, dernière confidence de votre personnage, dernier feuillet de son carnet, il se réjouit de la fin. Ma vie n'en peut plus de s'étirer. Je n'ai cessé de cueillir les joies partout où elles ont fleuri. Ma vie s'enfonce doucement dans le sol. Je me réjouis de la voir se terminer, comme j'ai dû me réjouir de la voir commencer, comme d'une évidence absolue. Charles Ferdinand Ramu écrit dans Le Petit Village « Vivre, c'est un peu comme quand on danse. On a plaisir à commencer, un piston, une clarinette. On a plaisir à s'arrêter, le trombone est essoufflé. On a regret d'avoir fini, la tête tourne et il fait nuit. » Et vous, Adrien Gigax, évoquant votre personnage, vous dites « Je me suis demandé si mon personnage était athée, agnostique ou chrétien, s'il croyait qu'il y a quelque chose après la vie ici-bas. J'ai essayé de comprendre si la mélancolie que je pouvais lui prêter à certains moments était vraisemblable. Aujourd'hui, avez-vous une réponse? » Sur la vraisemblance de... Sur le... Est-ce qu'il est athée? Est-ce qu'il est agnostique? Est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il est content de mourir? Est-ce que la vie a été suffisante? Alors, j'espère que je n'ai pas répondu à cette question. Parce que j'ai l'impression que c'est de nouveau ce que je disais avant, quand on trouve une complétude dans quelque chose, la chose s'arrête. Et je préfère que la question reste ouverte pour qu'il reste de la vie, justement. Et ce livre, il s'appelle « Se réjouir de la fin ». Mais c'est pas la fin, c'est pas le moment où ça se termine, on dit « Ah, enfin, purée, ça c'est fait ». C'est plutôt toute la période qui nous prépare à cet instant-là, où en fait, à l'instant où on n'est plus là, bah, c'est plus une question qu'on se pose, quoi. Donc c'est plutôt cette période de la fin, se réjouir de cette période de la fin qui est toujours décrite comme quelque chose d'horrible, comme... voilà, on voit ça dans les EMS au loin et puis on le craint tous. Je voulais imaginer qu'on pouvait se réjouir de certains moments de bonheur qui se passent dans ces instants-là. Et je pense que, en tout cas, mon personnage, et c'est un peu mon vécu, mais je suis encore jeune, j'espère, c'est le fait que quand on avance dans la vie, si on y va avec un amour pour la vie, alors on est obligé de garder des questions en soi. Et c'est pour ça que je le pense plutôt agnostique, plutôt païen aussi à certains égards, parce que alors il regarde les oiseaux et il a une sorte de vision du monde aussi. Il se compare à un arbre des fois, il a l'impression de devenir arbre, etc. Donc c'est quelque chose c'est plutôt poser des questions, ouvrir le monde, même quand on pense que la vie se termine, la rendre encore pleine de possibles, plutôt que de trouver une sorte d'ataraxie comme ça qui serait de dire bah voilà, maintenant j'ai compris, j'ai la clé, alors je peux partir tranquille, quoi. Alors effectivement, parce que pour votre personnage, le temps qui se raccourcit, qui se délite, amplifie considérablement le présent. La guerre n'a plus de sens car je suis vieux et sans avenir. Or, elle ne se nourrit que du futur, la guerre. Un futur dans lequel le passé est sans cesse réécrit. On espère se faire pardonner demain nos erreurs d'hier, mais quand le futur vient à manquer, quand le passé a tout mangé, il n'existe plus aucune raison de guerroyer, plus aucune raison de garder des soldats au front. Je n'ai plus qu'un présent à l'horizon qui se réduit doucement en un mince rayon lumineux, trop mince pour contenir un seul mauvais souvenir, un seul ressentiment. Tout mon être se recompose délicatement. Comme un vitrail, je recolle ces parts de moi en fresque colorée. La lumière est orange, c'est la fin de l'après-midi. J'ai un sentiment de complétude infinie, suis fort de toutes les forces retrouvées, de tous les soldats enfin rentrés, de tous les pardons accordés. J'ai la force tranquille de celui qui est prêt à partir et à partir en paix. Alors c'est un propos qui résonne en tonalité très proche à
à la page d'un récit profond, très fort, qui s'intitule « La nuit se lève » et qui a été écrit par une journaliste, Elisabeth Quint, qui était atteinte d'un double glaucome et qui lui a fait perdre progressivement la vue. Elle visite son vieux père aveugle et déserté par lui-même et elle écrit ceci. À la toute fin, lui et moi, nous nous contemplions parfois sans échanger un mot, restant de longues minutes face à face comme deux miroirs sans teint. Il détectait ma présence à l'oreille, une vibration particulière de l'air, plus dense, confirmait un obstacle devant lui. Mon corps assis dans un fauteuil, papa tournait la tête dans ma direction. Il baignait dans ma respiration. Calme, j'étais une émeute intérieure. Que voit-il ? Que ressent-il? Comment perçoit-il désormais la fuite du temps? Passe-t-il seulement le temps, à moins que mon père ne vive plus dans le temps devenu cyclique, le soir figurant la haute enfance et le matin la grande vieillesse, un temps sans aiguille, dilaté à la folie, ponctué par les interventions des soignants. Il est l'heure de dîner, de dormir, d'être lavé. Quelle conscience a-t-il de son sort? Alors, pour vous qui êtes jeunes, pour vous qui êtes engagés dans un monde de technologie qui va très vite, que pensez-vous du temps qui passe et êtes-vous habité par cette nostalgie ou la mélancolie qu'un homme d'âge peut quand même avoir au terme de sa vie? Oui, c'est ça en fait qui m'a marqué. C'était un des moteurs de l'écriture de ce livre, d'être allé dans un EMS et d'avoir vu ces personnes en fin de vie, dans un rythme totalement différent, et de devoir moi-même ralentir si je voulais interagir avec ces personnes, en fait. Et ce ralentissement, il a beaucoup de vertus, et c'est pour ça que ce livre, il n'est pas destiné aux personnes en fin de vie, il est destiné aux gens de mon âge, de leur dire, mais on peut déjà ralentir maintenant, on peut déjà se... Je disais sur une émission de radio, il faut qu'on vive comme des vieux. Et je trouve que ça a énormément de vertus pour ma génération. Et j'ai perdu ma grand-mère il y a 3 semaines dans un EMS. Et une des choses qui va me manquer le plus, c'est ces moments où j'allais la voir, et puis on buvait un porto. Et le temps qu'elle aille, parce qu'elle voulait faire les choses elle-même, le temps qu'elle aille chercher le porto, et puis qu'elle revienne, puis qu'après elle dise « Ah, les verres », alors elle retourne chercher les verres. Et puis on ne peut pas parler pendant un moment comme ça, parce qu'elle est très concentrée. C'est un moment où on pense à rien, où on pense juste au porto qu'on va avoir, et puis on se demande est-ce que je vais en prendre un, je vais en prendre 2, je verrai. Et puis on est dans une sorte de flottement comme ça. Et c'est des moments d'apaisement, c'est des moments de ralentissement, de désencombrement aussi, parce qu'on est encombré. J'ai essayé de le montrer dans le livre qui a suivi, l'encombrement de notifications, toutes ces choses qui nous tombent dessus, avec lesquelles on se débat au quotidien. Donc je trouvais intéressant que là, il y ait un désencombrement, en fait, dans ce livre. Et j'essaie aussi de le cultiver dans ma vie, de vivre un peu comme un vieux. Alors tous mes amis qui avaient lu le premier, puis qui disaient « Ah, c'est cool, l'opium, etc. » Ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu fais avec ce livre? Qu'est-ce que tu passes à la radio pour dire qu'on doit vivre comme des vieux? T'as changé et tout. » Et puis je leur dis « Non, voilà, c'est une invitation à essayer d'aller voir la sagesse de cet âge-là, de ce rapport au monde aussi, de pouvoir... la capacité de s'émerveiller devant l'envol d'un oiseau, par exemple, c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. C'est comme la musique, quoi. La belle musique, il faut apprendre, il faut se renseigner. Et si on est attentif à ça, et si quand on se promène, là c'est la période des semis. Moi je fais mes semis, je fais mes petites tomates, et je ne suis pas un expert, mais je m'amuse bien. Si on prend le temps d'aller regarder comment la graine, d'aller voir tous les jours comment ça évolue, et puis après d'aller comprendre que c'est normalement les oiseaux qui déplacent les graines, qui font que... Et puis du coup de regarder comment un oiseau vole en conséquence, parce qu'on est attiré par l'infiniment petit de cette graine. Et puis après on comprend aussi qu'il y a un cycle, qu'à un moment donné, si on prend le temps d'observer ces choses-là, on prend le temps de parler avec les gens qui n'ont pas vécu 1 ou 2 cycles, mais qui ont vécu 50 cycles et qui sont capables de parler de ce qu'est la vie, de ce qu'est la mort, qui ont donné la vie, qui ont perdu des proches. Je trouve que c'est des leçons qui sont bien plus profondes et puissantes que de regarder C8 l'après-midi. Votre grand-mère vous lui avez lu des pages du livre? Elle a côtoyé ce livre? Oui, bien sûr. Elle a lu, il lui est dédié en fait. Mm-hmm. Et il y a des moments où
c'est clairement elle qui me racontait des choses. Par exemple, j'ai lu lors de son enterrement un passage sur des hirondelles en fait qui s'envolent. Et puis ça, on était vraiment chez elle, puis elle regardait les hirondelles arriver, repartir. Puis elle disait à un moment donné, je serai une de ces hirondelles, je partirai, et puis j'irai tout au fond là-bas. Et ça, c'est dans le livre. Donc une fois que je l'ai écrit, elle l'a lu, avant même qu'il y ait les épreuves définitives. Et puis après, je le lui ai donné, puis il a quand même vécu 2-3 ans avec le livre avant de décéder. Et puis je ne sais pas combien, j'ai dû lui en donner 20, et puis à l'EMS, elle le donnait aux gens, etc. Donc il a pas mal circulé. Jim Harrison, dans ses entretiens publiés en 2015, on dit que la vie est comme la danse des rivières, parce que rien dans l'univers ne va à contresens. On ne peut jamais aller contre la pente, on est piégé, forcé d'aller de l'avant. Votre personnage, le 22 avril 2019, écrit « J'ai vécu les poings serrés, n'ai rien voulu lâcher. Le temps m'a appris le contraire. On prévoit, on construit sur un tas de sable que le vent de la vie déforme à son gré. J'aimais ma maison et détestais les maisons de retraite. Pourtant, me voilà dans ce bloc de béton. Mes poings sont toujours serrés, mais c'est décidé, j'arrête. J'arrête le contrôle, la crispation. Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Je vais prendre une grande inspiration, me déplier comme une fleur au retour du soleil. » Je vous propose, Adrien Gigax, 2 citations. La première de Sénèque. « Le destin porte celui qui l'accepte et traîne ceux qui résistent. » La seconde de Lucrèce. « Ce qui rend les hommes esclaves de la peur, c'est que, témoins de 1000 faits accomplis dans le ciel et sur la terre, mais incapables d'en apercevoir les raisons, ils les imputent à une puissance divine. » Alors si j'évoque hasard, nécessité, liberté ou encore Dieu dans la vie ou parlant de la vie, à laquelle vous adhérez-vous spontanément? Puis après on dira raisonnablement. Non, alors assez spontanément, et ça c'est une quête que j'ai eue pendant longtemps, parce que je viens d'une famille très religieuse, ma mère donnait l'école religieuse, donc j'allais à l'église, etc. Et ça m'a toujours beaucoup dérangé. Non, les citations que vous prenez, Lucrèce, et je le cite d'ailleurs dans un de mes livres, c'est ce qui moi m'anime et c'est ce qui fait que je suis heureux au quotidien en fait. C'est cette phrase que Nietzsche après a repris de Amor Fati, qui correspond à ce que Sénèque disait. Aime ton destin, accepte ton destin, laisse-toi porter par les choses, n'essaie pas de t'accrocher pour c'est comme ça quoi. Il faut aller là où, si on prend Jim Harrison, là où coule la rivière. Donc cette idée-là, et puis l'idée aussi que c'est en ça que je ne suis pas stoïcien, que je suis plutôt épicurien, j'aime bien qu'il y ait comme une volonté d'aller vers le plaisir. Qu'on peut atteindre le plaisir à certains moments, on peut, dans des besoins nécessaires, etc., des plaisirs nécessaires, on peut aller vers la joie. Alors c'est pas le fait de boire des verres, c'est pas ça l'épicurisme, mais c'est d'avoir cette volonté d'aller vers la joie, d'aller vers un accomplissement. Donc c'est comme ça que moi je vis ma vie, en me disant je suis dans une rivière qui descend, donc ça de toute façon il faut que je l'accepte. Et puis à côté de ça il y a des moments de joie, mais il faut vraiment que ces moments de joie, c'est moi qui suis responsable de les voir, de les chérir, de les faire voir à d'autres, de les éclairer, c'est pour ça que j'écris. Donc c'est pour ça, je disais, l'envol d'un oiseau, des choses comme ça sont essentielles pour moi. Et tout ce qui, par contre, va essayer de nous réduire à une idée fixe, de nous réduire à quelque chose qui devrait nous faire arrêter de penser, me fait peur, m'angoisse. Et du coup, j'aime quand on ouvre le monde et que justement, on évite, pour revenir sur Lucrèce, de se dire que voilà, si la mer est déchaînée, ou il y a un passage dans son long poème de Rerum Natura où il explique qu'il y a des éclairs dans l'océan. Et puis il dit, mais vous pensez vraiment que l'éclair, c'est Dieu qui veut punir des gens? Pourquoi est-ce qu'il irait punir des poissons? Et voilà, je pense que ces éclairs, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, être en extase devant eux, sans essayer de savoir si quelqu'un, pour des raisons morales, les jette sur les gens. Alors dans le prolongement de ce que vous dites là, le poète Christian Bobin considère que l'intelligence réelle qui peut nous aider à vivre, c'est celle qui naît d'un noyau concret de la vie, d'expérience. Elle n'a pas le tampon universitaire de la philosophie ou de la culture.
Et commentant cela, il rapporte une très belle anecdote, enfin une expérience. Il évoque sa mère atteinte par un mal dans les jambes qui l'oblige à envisager une vie tout à fait différente. Et son fils vient la voir et cette mère dit à Christian, à partir de maintenant, il faudra penser autrement. C'est une sagesse, un grand sentiment de résilience qui est très très présent aussi dans votre ouvrage. Votre personnage écrit « Depuis que je suis en chaise roulante, j'ai compris une chose, le vide qui se crée dans le corps, l'esprit le comble. La mathématique humaine est ainsi faite, elle a horreur du vide. » Est-ce que vous n'avez jamais de révolte bêtement face à une maladie qui attaque quelqu'un très jeune, face à un enfant qui meurt quand même, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de sentiment de révolte? Est-ce que cette volonté d'aller vers la joie, elle triomphe toujours de... Alors, avant de répondre à cette question, juste un mot sur Christian Bobin, parce que on avait une correspondance en fait. Donc ça m'a beaucoup touché quand il est mort. Et il avait d'ailleurs lu Se réjouir de la fin, il m'avait écrit une très belle lettre à ce sujet. Et on échangeait un peu sur ces questions-là, justement, comment est-ce que la joie peut triompher. Et lui, il avait écrit La plus que vive, c'est sa femme qui était décédée d'une rupture d'anévrisme. Et c'était très, très émouvant de lire ça. Et il avait trouvé par l'écriture une manière d'exprimer comme ça quand même de la joie et par les mots, par la beauté aussi, on peut traverser ce genre de choses qui sont révoltantes. Donc moi je suis très révolté, mais plus figé, angoissé par ce type de choses. Un enfant, comme vous dites, qui meurt, une maladie qui frappe quelqu'un, etc. Ma manière d'essayer de rester dans la joie, c'est d'écrire justement. J'étais révolté par ces personnes qui sont dans les... On m'a souvent dit dans ce livre, c'est trop idéalisé parce qu'il y a la psychogériatrie, il y a des gens qui ont Alzheimer et c'est vraiment le vide, c'est horrible en fait de vivre comme ça. Mais je crois pas, j'ai envie de défendre cette idée qu'il y a quand même quelque chose de la vie qui reste et qu'il y a une part de joie, il y a un peu de lumière, même dans une maison qui est cassée de partout, il y a encore la lumière qui passe et peut-être même qu'elle passe encore davantage. Et c'est ça que j'ai envie d'aller montrer, ces moments lumineux qu'il y a même au bout de la vie. Et je pense que c'est par l'écriture que j'y arrive. Et c'est pour ça qu'il y a des choses révoltantes, j'ai vécu des choses révoltantes. Une fois la révolte passée, une fois le amor fati fait comme un travail comme ça de nettoyage un peu de son monde émotionnel, derrière il y a l'écriture qui vient et puis qui cicatrise. Alors, en frontispice de votre roman « Aux noces de nos petites vertus », vous écrivez « Rien, nulle part, n'a jamais eu et n'aura jamais vraiment de sens pour personne. » Ce texte, évidemment, non plus. Et Virginia Woolf, dans Une chambre à soi, écrit « Écrivez ce que vous désirez écrire, c'est tout ce qui importe. Sacrifiez un cheveu de la tête de votre vision, une nuance de sa couleur par déférence envers quelques maîtres d'école tenant une coupe d'argent à la main ou envers quelques professeurs armés d'un maître, c'est commettre la plus abjecte des trahisons. » Enfin, Charlie Chaplin avait l'habitude de dire « C'est une erreur de s'attarder longtemps dans l'adulation du public, comme un soufflet qu'on laisse attendre, elle ne tarde pas à se dégonfler. » Alors vous, que pensez-vous de la reconnaissance du public et de la reconnaissance d'un jury? Vous avez été souvent sélectionné. Alors la reconnaissance, on parlait avant des stoïciens par exemple, qui moi m'aident beaucoup parce que quand on est dans ce monde-là, on a besoin que notre livre soit lu, donc qu'il y ait peut-être des journalistes qui en parlent, enfin, il y a tout un jeu au fait qui fait qu'on peut être lu ou pas. Et si on écrit, c'est quand même pour être lu, en tout cas si on publie. Donc il y a un peu un enjeu quand même de reconnaissance, de dire il faut qu'on parle de moi. Et les stoïciens aident beaucoup là-dessus parce qu'ils disent qu'on n'est pas responsable de ce qui ne dépend pas de nous. Donc le fait qu'un journaliste parle ou pas de votre livre ne dépend pas de vous. Et je me rends compte que c'est de plus en plus vrai, surtout que Se réjouir de la fin est sorti juste avant le confinement. Donc toutes les librairies étaient fermées 3 semaines après qu'il soit sorti. Et puis Départ de feu est sorti 2 semaines après la déclaration de la guerre en Ukraine. Donc il y a tous ces éléments qui ne dépendent pas de nous et qui font que
La seule chose dont moi je dois être garant, c'est que j'écris les livres les mieux que je peux, et puis que quand on m'invite à en parler, je vienne, et puis que j'essaie de parler sincèrement de ce que j'essaye de faire. 2022, les éditions Plomb publient Départ de feu, ouvrage dédié à Adrien Gigax, à votre génération, histoire inspirée de faits réels et qui met au centre César Pasca, 33 ans, manager chez Philip Morris, grande entreprise de tabac. Pris dans le tourbillon de son époque, le jeune homme mène la vie d'un Lausannois lambda. Franglais, vacances, festivals, bière. Lorsqu'un événement vient bousculer ce quotidien. J'avance ce qu'il faut en direction des flammes, des lueurs bleues et rouges qui tournoient dans la fumée. Et je vois que c'est chez moi que ça crame en fait. Waouh! L'immeuble est en feu. De bas en haut, tout est si rouge et brûlant qu'on croirait que le soleil s'est couché juste là. Je m'approche pour mieux y voir et des flics me coupent la route en courant. Arrive alors un pompier essoufflé et pas trop serein qui me canarde de questions. Il a la tronche grise ou noire comme couverte de suie et je crois qu'il tremble, qu'il flippe. Vous habitez là? C'est où chez vous? Où exactement? Il me demande, en suffoquant un peu. Premier étage, je dis. Son anxiété me force à réaliser que l'immeuble brûle et avec lui tout mon matos, mes bricoles, mes souvenirs, mes projets, bref mes béquilles pour cette vie. Je suis sur le point de me mettre à chialer quand il reprend « Vous êtes combien au premier ?» Je réfléchis, mais n'en sais rien. C'est pas le genre de choses qui m'intéressent généralement. Comme je mets un peu de temps à répondre, il répète « Il y a combien d'habitants à votre étage ?» Je sais pas. C'est là le nœud du roman et c'est le début de la fin, ou plutôt la fin du début. Évoquant Friedrich Nietzsche qui en 1882, annonçant la mort de Dieu, table sur 2 siècles pour qu'émerge un monde nouveau et de nouvelles valeurs, vous définissez votre roman comme l'histoire d'une quête menée par votre génération, quête de sens acharnée, foisonnante, confuse et souvent maladroite. En fait, Adrien Gigax, vous mettez le doigt dans l'engrenage d'un sujet bien sombre et trop actuel. Pourquoi ce roman maintenant, à ce moment de votre vie ? C'est un moment important. Après avoir publié le 2e roman, j'étais toujours engagé à 100% dans l'entreprise de consultant RH. Et puis, j'ai eu des résidences, la Fondation Jan Michalski, des résidences, différentes résidences où tout à coup, pendant 2-3 mois, on est enfermé avec des écrivains, puis on écrit. Et on boit pas mal d'ailleurs. Et du coup, c'est difficile dans cet état-là de continuer à travailler à distance pour son entreprise. Puis c'est pas l'idée, quoi. C'est vraiment 2 mondes qui... Alors maintenant, je comprends qu'il y a des liens entre eux, mais à l'époque, je voyais vraiment des antagonismes. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mis à réfléchir à cette histoire-là, c'est-à-dire à me dire, si je sors du monde de l'entreprise peu à peu, j'ai envie d'essayer de raconter pourquoi je le fais. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, j'ai envie de raconter cette génération qui est autour de moi, quand j'ai commencé à dire, voilà, moi en fait j'arrête, je veux faire autre chose, je vais écrire des bouquins. Tous les gens de ma génération, tous les potes, ah mais mec, moi aussi, ça fait tellement longtemps, tu sais, je crois que je vais faire ça, je vais ouvrir un resto vegan, je vais partir regarder les moutons au Paraguay, Et j'entendais ça tout le temps. Et surtout dans un univers particulier que je fréquentais, qui est celui des multinationales, où les gens auraient les moyens de faire ça, et où c'est un peu branché, de faire de la méditation le matin, et après de partir d'un coup un mois en détox en Amérique du Sud. Puis du coup, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose de risible un peu dans cette génération à laquelle j'appartiens, c'est un autoportrait aussi. Et je me suis dit, je vais essayer de raconter ça, mais de le raconter pas simplement comme une petite histoire d'un mec qui pète un câble et puis qui essaie de vivre autrement. Je me suis dit, je vais essayer de donner un sens à cette quête. Parce que moi, cette quête, ça fait longtemps que je la mène en faisant des lectures. Ça fait longtemps que par Nietzsche, etc., j'essaie de comprendre ce qui nous arrive et le rôle que doit jouer cette génération. Et en fait, j'ai lu, dans Nietzsche, dans les écrits posthumes, quand on a retrouvé après, une fois que, on ne va pas être dans les détails, mais sa sœur l'avait fait passer pour un nazi, puis on a repris ça dans les années 60, et on en a fait des écrits vraiment assez neutres, où c'était juste des idées comme ça. Et en fait, dans une de ces idées, il dit, on en a exactement pour 2 siècles de nihilisme, et puis après, on va sortir, et puis après, normalement, c'est le surhomme. Et je me dis, mais en fait, si on prend la date à laquelle il a écrit ça, ces 2 siècles, c'est exactement quand moi j'aurais 80 ans. Donc je me suis dit, en fait, on est la première génération, nous, ces couillons qui essayons de changer le monde en partant à gauche à droite, puis en vendant des clopes à côté de ça.
on est les premiers qui devrions voir en fait cette aube, ce moment où normalement il y a le surhomme et puis on va dépasser tout le nihilisme, toute cette noirceur, etc., toutes ces petites vertus. Et puis je me suis dit, bah, ce serait intéressant d'imaginer comment est-ce qu'on pourrait commencer à construire, là, maintenant qu'on a 30 ans, ce que serait un futur qui aurait plus de sens. Et après, j'ai pas fait un essai de philosophie sur le sujet, même si j'ai écrit un peu de philosophie à côté. J'ai fait ce roman où je mets ce personnage dans cette situation où il se rend compte qu'il ne connaît pas sa voisine, il ne connaît pas ses voisins, il n'a aucune idée de qui vit dans son immeuble. Par contre, il sait très bien, grâce à son téléphone, au bout du monde, comment vont ses potes, etc., avec qui ils font la teuf et tout. Et puis de là, il commence à se dire, mais tiens, c'est pas ça la bonne vie. C'est pas ça une vie vertueuse, pour revenir sur la question des petites vertus. Donc si je veux une vie vertueuse, si je veux pouvoir construire ces valeurs qui doivent créer le surhomme, si je veux devenir moi-même un homme un peu plus valeureux que celui que j'ai le sentiment d'être, alors je pars en quête. Et là, c'est une quête intérieure, maladroite, parce que quand on n'a pas lu, le cas de mon personnage, c'est ça, il n'a pas lu la chose qui le renseigne le plus sur le monde, c'est Instagram. Bah, c'est très maladroit quand on tombe dans tous les pièges de l'époque, dans toutes les fausses promesses, toutes les utopies. Donc c'est pour ça qu'il part un peu dans la méditation, un peu dans le fait de s'isoler, le retour à la nature, dans plein de fantasmes. Mais j'espère qu'à la fin, après avoir épuisé beaucoup de ces fantasmes, il arrive quand même à dire quelque chose de ce que pourrait être une vie davantage vertueuse. Alors effectivement, très déprimé, César est envoyé par son chef dans une cabane près de Montricher pour un week-end en détox numérique. Il découvre la nature, les animaux, la nuit et il s'interroge. Sois franche, ma gentiane, et dis-moi comment va le monde, toi qui te nourris de son suc, qui t'abreuve à son tombeau, dis-moi, qu'est-ce qui nous arrive? Ne trouves-tu pas que cette petite vie qu'on mène est un peu vaine? Sérieusement, oui, tu peux chuchoter à mon gosier, tu me flattes, ma gentiane, tu as une véritable fée, et que je te comprends. Ô ma gentiane, ma chère et tendre, mon nouvel amour, je te comprends si bien. Tu parles pour nous deux, tu as raison, les hommes sont devenus fous, on a des vies de cons. Alors effectivement, Nietzsche, à 17 ans, fréquente le collège de Pforta, découvre l'Antiquité et se passionne pour Byron, l'auteur de Manfred, drame en vers qui raconte l'histoire du personnage. Plein de remords après avoir tué celle qu'il aimait, Manfred vit seul comme un maudit au cœur des Alpes. Il invoque les esprits de l'univers et ceux-ci lui offrent tout, excepté la seule chose qu'il désire, l'oubli. Il essaie alors, mais en vain, de se jeter du haut d'un pic élevé. Apparaît Astarté, la femme qu'il a aimée, puis tuée par son étreinte. Une phrase tirée de Manfred marque alors Nietzsche. Souffrir, c'est connaître. Ceux qui savent le plus sont eux aussi ceux qui ont le plus à gémir sur la fatale vérité. L'arbre de la science n'est pas l'arbre de la vie. Alors vous, une question un peu bateau, hein. Conciliation entre conscience, science, pouvoir politique, qu'est-ce que vous en pensez à l'heure des grands défis que notre monde a à relever? Alors, moi j'ai pris le chemin d'être écrivain et d'écrire de la fiction parce que je ne pense pas être capable de traiter des questions trop grandes et trop politiques, parce que je suis fondamentalement un anxieux. Donc, si je m'intéresse trop au changement climatique, par exemple, ça me bouffe en fait. Oui. Donc dans ce livre, j'ai eu des moments difficiles parce qu'on parle un peu de ces questions-là. Donc je sais que je ne suis pas la bonne personne pour vous dire comment penser, pour avoir des solutions, pour organiser justement, à savoir s'il y a des méthodes scientifiques ou politiques qui pourraient nous rendre moins cons, puisque c'est le terme qui est employé dans mon livre. Par contre, ce que je pense faire, c'est dans mon livre pouvoir ouvrir le monde, un peu comme une goutte d'huile sur un buvard, pouvoir comme ça un peu aider les gens à prendre de l'espace avec la pensée, réfléchir, pousser un peu les limites. Et dans les débats que vous mentionnez autour de la science, par exemple, il y a eu le Covid, etc. Il y a eu des grands débats, est-ce que la science peut nous sauver ou pas? Moi, ce que j'aime, c'est, de nouveau, comme au début, c'est que les questions soient ouvertes et qu'on puisse explorer, en fait, des solutions qui soient diverses. Et j'aime pas quand le monde se ferme.
Et ce qui m'inquiète un peu autant du côté de la science que du côté du pouvoir, c'est que des fois les questions se ferment et deviennent comme les fameux sphères platoniciennes très dures et très immuables et très immobiles qui me dérangent. Donc voilà, je me cache un peu. J'aime bien l'angle mort. Je trouve que les angles morts sont en fait des lieux pleins de vie. Donc je me planque avec mes tomates un peu chez moi. J'essaie d'être entre différents mondes et d'écrire et de rencontrer des gens, de parler avec les gens, d'échanger sur ces questions plutôt avec de la sensibilité, plus qu'avec des idées, plus qu'avec des convictions. Donc voilà ce que je dirais. Et puis sur Nietzsche, justement, sur cette idée que vous dites qu'il faut justement, il appelle ça la grande santé, lui. L'idée qu'il faut avoir une santé qui a été beaucoup remise en question, qui a été beaucoup attaquée en fait par la vie pour pouvoir aimer la vie, pour pouvoir ressentir ce qu'est la vie. Alors avant l'ultime question, 2 petites questions rapides. Hein. La devise du baron James de Rothschild, Concordia, Integritas, Industria. Harmonie, intégrité, activité. Quelle serait la vôtre? Donc, harmonie, le deuxième. Intégrité, honnêteté et activité, travail. Activité. Activité. Ouais. Jacques Kerouac, dans son récit Sur la route, écrit « Les seuls êtres intéressants sont pour moi les déments. Ceux qui sont assez barjots pour vivre, illuminés quand ils parlent, déjantés pour ne pas sombrer, désireux de tout en même temps, ceux qui jamais ne bâillent ou ne débitent un lieu commun, mais qui brûlent, 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 comme les fabuleuses chandelles jaunes romaines, et éclatent à travers les étoiles en des explosions tentaculaires de feux d'artifice. Au beau milieu, vous voyez le bleu de l'apothéose et tout le monde fait « Ah !» Alors, quels sont vos projets? Quel fabuleux personnage va voir le jour sous votre plume? Et quel contour, cette fois, lui donnerez-vous? Alors, j'ai différents projets qui sont en cours, qui sont très différents. J'en ai un, mais qui est un peu perché. D'ailleurs, que j'ai envoyé à mon éditrice chez Plomb et qui m'a dit « mais c'est impossible de publier ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'existera pas. » Mais c'est d'imaginer, en fait, c'est toujours sur ces questions de pouvoir et puis de ne pas enfermer les choses dans des boîtes. J'imagine 2 potes qui fument trop de chicha et qui sont ivres un soir. Et puis il y en a un qui a envie de tuer quelqu'un, un ami, ou en l'occurrence il veut tuer un joueur de foot qui a raté un penalty, un truc complètement abstrait, enfin bête quoi. Et puis du coup, vu qu'ils sont ivres, ils vont envoyer un mail à info@gouvernement.fr, ça aurait pu être .ch, hein. Puis ils envoient, ouais, on aimerait un permis de tuer, je suis sûr que ça existe, donnez-nous un permis de tuer, etc. Puis ils se réveillent le lendemain matin en disant, mais on est quand même con d'avoir envoyé ça. Mais il y a DHL qui vient livrer à un des deux un permis de tuer. Donc ça commence comme une comédie américaine un peu idiote, voilà. Mais après c'est un livre extrêmement sérieux, où si on a le permis de tuer, on a envie de réorganiser le monde, on se dit toujours, mais moi je réorganiserais ce monde, si moi je pouvais, je saurais que faire, ou en tout cas, on a des fois ces fantasmes-là. Sauf moi, parce que je me rends compte que je l'ai dit avant que dans la politique, je serais une catastrophe. Ça me rendrait trop anxieux d'avoir ce permis. Bah, j'explore en fait ce que ce permis peut avoir comme effet sur quelqu'un. Le pouvoir qu'on pourrait donner à quelqu'un, qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est une métaphore de tous les jours. Tous les jours, on se lève et on a un certain pouvoir. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est un livre un peu sur l'éthique. Et puis l'autre projet que j'ai, c'est que je reviens d'un voyage de 4 mois, où j'ai commencé par le Japon. Et j'ai imaginé un roman où il y a un homme qui est amoureux d'une femme depuis très longtemps et ils doivent partir ensemble au Japon. Et elle ne monte pas dans l'avion, donc il se retrouve tout seul au Japon. Et il essaie de comprendre, perdu dans un pays qu'il ne comprend pas, ce qui s'est passé dans sa vie et dans son cœur. Et ça ressemble plus à Se réjouir de la fin, où c'est vraiment une exploration en fait du sentiment amoureux, mais aussi de la solitude et surtout de l'altérité, de l'angoisse de l'altérité perdue dans le Japon que moi j'ai vécu en sortie de confinement, donc vraiment dès que le pays était réouvert, où il n'y avait pas un seul occidental, quoi. On était vraiment dès qu'on sort de Tokyo ou quoi, on est vraiment dans une sorte de Japon. En plus c'est la période des momiji où il y a les érables qui deviennent rouges et jaunes et où ils font des fêtes la nuit autour de ces couleurs et de ces forêts. Et on est là, perdu à se demander ce qu'on fait là. Enfin j'étais là-bas, perdu à me demander ce que je faisais là. Donc voilà, c'est ça l'autre projet. Donc c'est des choses très différentes et la langue est très différente, puisque pour celui-là c'est très poétique,
Oui. c'est beaucoup plus littéraire. Et l'autre, c'est voilà, c'est une langue qui est plus moderne, plus actuelle, mais des fois aussi plus brutale, quoi. Alors, dernière question. Se réjouir de la fin s'achève sur une très belle page, un souvenir. Je me rappelle le matin le plus heureux de ma vie. Le ciel était gris, 1000 nuages se tenaient entre moi et le soleil. C'était un samedi matin, une journée sans rien de particulier. J'avais 29 ans et un petit appartement encastré tout en haut d'un immeuble bleu et blanc. Il faisait froid. C'était le début de l'hiver. Je me suis réveillée après Nathalie. Elle était déjà partie nager. J'ai mis de l'ordre, allumé quelques bougies. Je me souviens des odeurs de cannelle et d'arbre à thé. Quand elle est rentrée, on a cuisiné et mangé ensemble, puis on n'a rien fait que de parler. Elle avait un peu froid et moi non, alors je la serrais contre moi. Je me plaignais un peu de mes amitiés et elle riait. Elle était convaincue que ce n'était pas un problème. Elle était infiniment légère, fantastiquement virevoltante. En début d'après-midi, elle s'est préparée à partir visiter ses parents. Sur le pas de la porte, elle m'a dit qu'elle m'aimait. Elle me le disait très souvent. On aurait dit qu'elle avait de la peine à partir ou qu'elle aurait aimé que je la suive, car elle revenait toujours vers moi pour m'embrasser. Elle resplendissait comme une étoile dans son manteau doré. Elle était terriblement joyeuse et belle. Sous un bandeau gris, ses cheveux sentaient les amandes et ses yeux bruns brillaient dans l'encadrement de la porte. Quand elle est partie, je me suis assis sur le canapé. J'étais heureux d'un bonheur banal, presque normal. Pour vous, Adrien Gigax, qu'est-ce que le bonheur ou réussir sa vie? Je dirais que le bonheur, c'est pas quelque chose qu'on peut acquérir et qu'on peut tenir dans sa main. C'est pas quelque chose qu'on peut circonscrire non plus. C'est simplement un état dans lequel on doit se mettre pour traverser la vie avec le plus de joie, de légèreté et de longévité possible. Donc on parlait des philosophes, etc. Moi, c'est ça mes outils pour accéder au bonheur. C'est pas la reconnaissance, c'est pas l'argent, même si on fait un peu, c'est pas la vanité, la beauté ou quoi. C'est vraiment d'être capable de se mettre en état de bonheur. Donc ça veut dire d'être dans un état qui nous permet d'absorber ce que la vie va nous faire, d'agréable, de désagréable. Donc j'aurais plutôt tendance à penser que on se trompe des fois quand on cherche le bonheur en pensant que c'est quand on aura atteint un certain niveau de réputation ou qu'il y a le sport qui est un grand piège là-dedans, je trouve, chez les jeunes. Moi, je vois, j'ai un frère de 17 ans. Le bonheur pour eux, c'est la réussite, c'est de gagner la Ligue des Champions un jour, c'est d'accéder à des sortes d'endroits où on pourrait considérer que le bonheur est là et qu'on pourrait le toucher. Moi, je ne pense pas qu'il est caché à certains endroits, je pense qu'il est en nous, que c'est à nous de nous mettre en capacité de le vivre, de le ressentir, de le déployer, de le transmettre. Donc voilà, une vie réussie, je pense que c'est une vie où on n'a jamais abandonné cette idée que le bonheur est possible, même quand il y a des choses compliquées, même quand le destin nous emmène ailleurs. À ce moment-là, il faut faire amor fati, il faut accepter même ce qui est difficile. Donc je dirais que c'est ça, c'est ce travail en fait personnel qu'on a à faire qui nous permet peut-être d'être ouvert au bonheur, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui se touche et qui se garde. Est-ce que quelqu'un a une question dans le public? Donc je vais clore et vous ferez ensuite. À l'issue de cette rencontre, j'aimerais, Adrien Gigax, vous remercier au nom de tous et du fond du cœur pour ce moment de partage. Vous êtes venu aujourd'hui pour évoquer l'écriture et l'engagement qu'elle requiert, pour échanger sur la vie, sur le monde et ses dérives, pour donner aussi et magnifiquement la parole aux acteurs de vos récits en quête d'eux-mêmes et d'un sens qui se dérobe parfois à toutes nos certitudes. Avant de fermer le livre de toutes vos confidences, une dernière leçon de force. Je m'avance à la façon du lynx. Aucune idée d'où je vais, si l'herbe est plus verte là-bas ou les nuits plus sombres. Je m'enfonce dans une ruelle pleine de vent. Il y a des empreintes de pattes dans la neige comme des fleurs. Je les suis. Dorénavant, je veux être l'un des derniers sauvages, n'avoir plus qu'une obsession,
suivre une lumière naturelle. Magnifique leçon d'être, sublime abandon à la confiance en la vie et qui résonne presque en écho à celle du poète Horace. Ne cherche point à connaître, c'est une chose interdite, quels termes les dieux ont fixés à tes jours, aux miens, et n'interroge pas les horoscopes babyloniens. Il vaut bien mieux se soumettre à tout ce qui peut arriver, soit que Jupiter nous accorde encore plusieurs hivers, soit qu'il est marqué pour le dernier de notre vie, celui qui maintenant brise la mer tyrrhénienne contre les roches usées, docile au conseil de la sagesse, filtre tes vins et mesure tes espérances à la courte durée de la vie. Tandis que nous parlons, le temps jaloux s'enfuit, jouissons d'aujourd'hui sans croire beaucoup à demain. Adrien Gigax, merci. Merci beaucoup. Merci.